Alors, cette année, nous allons aborder un thème qui peut apparaître un grand classique dans notre milieu, celui du financement des infrastructures. Mais cette année, il a une saveur très particulière, car le débat environnemental qu'il ouvre est devenu global, vital, et aussi parce que quelque part, ce raisonnement suppose aujourd'hui un changement profond des mentalités des financeurs publics et des acteurs qui y sont associés. Comme vous le savez, la Fédération nationale des travaux publics finance un certain nombre d'études sur la transition écologique. Et qu'on soit dans des scénarios de sobriété ou dans des scénarios de croissance, dans tous les cas, on est à un coût annuel d'environ 20-25 milliards d'euros par an. On ne le dit pas assez, mais aujourd'hui, l'usage des infrastructures construites par le TP, c'est 50% des gaz à effet de serre en France. On n'arrête pas de parler du bâtiment, de la rénovation énergétique, c'est 20% des gaz à effet de serre. Inversement, les travaux publics, non pas nos travaux propres bien sûr, mais l'usage de ce qu'on a construit, c'est 50%. Et cela fait, je dirais, des travaux publics le premier secteur parapluie, le premier secteur transversal qui, lorsqu'il travaille pour la transition écologique, travaille en fait pour tous les secteurs d'activité. Comme d'ailleurs c'était déjà le cas au niveau économique. Je vous rappelle une petite étude de l'OCDE qui date de 2016 et qui disait qu'en fait, 1 euro investi dans les travaux publics était l'euro qui avait le plus d'effet de levier et le plus d'impact sur la croissance du PIB. Donc aujourd'hui, et vous le voyez bien, on entend parler depuis maintenant quelques temps de tous ces discours sur la transition écologique. Le maître mot, c'est l'argent, le financement, et on pouvait se poser des questions sur la portée réelle de ce discours, car commencer à entendre finalement que la transition écologique, c'était peut-être simplement la sobriété, c'était penser à éteindre la lumière, c'était pas tirer la chasse d'eau, c'était marcher à pied, et on se demandait quand, je dirais, on allait penser à l'acte, quand est-ce qu'on allait rentrer dans le dur. La question du jour, je dirais, c'est comment finance-t-on tout cela? Où est-ce qu'on trouve l'argent? Question qui me paraît à la fois légitime et dont la réponse est souvent un petit peu trop simpliste. Simpliste parce que, de mon point de vue, elle illustre une nouvelle fois la difficulté d'un certain nombre d'acteurs à penser comme une entreprise, c'est-à-dire à prendre des décisions en fonction non pas du simple montant des dépenses ou du simple chiffre d'affaires, mais en fonction essentiellement des marges et du bénéfice escompté. Pourquoi je dis ça? C'est parce que personnellement, je suis convaincu que la transition écologique, elle est rentable. Elle est souvent perçue comme une contrainte, alors qu'en fait c'est une richesse, c'est quelque chose qui peut apporter une valeur ajoutée et donc créer un retour sur investissement. Donc, pour moi, la question de ce jour, qui devrait être au clair de nos réflexions, et comme c'est le cas pour tout homme politique, c'est comment transformer ce qu'on appelle aujourd'hui des dépenses d'infrastructures publiques, comment on arrive à transformer ces dépenses en investissements. Et la question elle est très simple, et c'est vraiment la réponse qui est beaucoup plus complexe et que je propose de débattre avec vous aujourd'hui. La résolution de cette équation, en fait, elle nécessite de créer une forme de boucle vertueuse qui relie les acteurs directs, indirects d'un projet donné pour faire un retour, je dirais, sur l'initiateur. Finalement, la réflexion, elle doit se faire à chaque fois de manière globale, avec des acteurs directs et indirects, avec parfois des valorisations nouvelles. Prendre l'exemple un petit peu nouveau des certificats carbone aujourd'hui, ou aussi avec des éléments beaucoup plus immatériels, beaucoup plus intangibles, comme le bien-être ou la qualité de la vie. Et donc, ce que je voudrais retenir de cette discussion, en fait, de cet échange, c'est que l'initiateur, il voit toujours son retour sur investissement. La seule question à se poser, c'est, au-delà du taux de ce retour sur investissement, c'est surtout la durée de la période de retour. C'est-à-dire au bout de combien de temps ce retour sur investissement qu'il faut appréhender encore une fois de manière globale avec différents éléments, au bout de combien de temps cela intervient. Et c'est en infrastructure publique souvent plusieurs décennies. Et là on comprend bien qu'effectivement c'est pas du tout supportable au niveau de l'individu, au niveau de l'entreprise privée. Par contre c'est tout à fait supportable au niveau de la personne publique qui travaille à l'intérêt public, qui voit cela sur des décennies. Il subsiste alors plus qu'un seul sujet, c'est la difficulté de la trésorerie nécessaire pour atteindre ce retour sur investissement. Et c'est probablement sur ce point particulier que le bas baisse le plus. C'est sur ce point qu'il faudrait probablement concentrer les efforts de la force publique pour réussir à transformer encore une fois ces fameuses dépenses en investissement, en rendant disponible pour tout projet dont la rentabilité aura été probablement validée, en rendant disponible la trésorerie nécessaire. Si nous voulons continuer à travailler à améliorer la situation actuelle, à faire progresser cette progression, ça impose impérativement un changement de référentiel, un changement de paradigme, avec une évolution de la commande publique, des financements associés, de telle sorte que on puisse libérer l'investissement qui, encore une fois, pour des projets rentables, ne consiste pas à faire de la dette, mais à libérer de la trésorerie en attente d'un retour sur investissement pour des projets qui ont été validés parce qu'ils sont rentables socio-économiquement. Je pense, en tant que professionnel, mais surtout en tant que citoyen, que les investissements pour réussir la transition écologique sont essentiels, que ce soit le volet décarbonation pour limiter les effets de dérèglement climatique, ou que ce soit pour limiter l'atteinte à la biodiversité, mais que vouloir investir massivement
pose la question de la cohérence avec la réalité des politiques publiques que nous avons aujourd'hui et comment essayer de trouver une solution entre ces deux phénomènes. Si on n'a pas une énergie, une force permanente, le plus court parcours d'un projet, c'est le parking. Donc il suffit souvent de ne pas trop faire d'efforts sur un projet entre les procédures et les multiples obstacles qu'il a à franchir pour qu'effectivement les investissements soient reportés à longue date. Donc ça, c'est clairement un facteur explicatif. Quand vous investissez 1 milliard sur un bien pour un investissement ferroviaire, la durée économique, c'est même pas 50 ans, c'est plus d'un siècle. Eh bien, vous allez, entre guillemets, l'amortir en une année. Il va être pris en compte l'année où vous dépensez ces euros pour les travaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un pont, la dénivellation d'un passage à niveau, du domaine ferroviaire, eh bien, prenons donc un amortissement non pas économique, mais allez, on va dire comptable de 50 ans, il va, dans la règle comptable, être pénalisé par un facteur de 50. Et plutôt que de le compter pour un 50e, vous le comptez plein pot. Quelque chose qui m'avait marqué quand j'ai pris la présidence de la Société du Grand Paris, on n'arrêtait pas de s'extasier devant ces plus grands projets d'Europe. Extraordinaire, fabuleux. J'avais même été interrogé par les parlementaires lors des auditions au Parlement, aux commissions de développement durable. Je disais, mais est-ce que vous pensez qu'on n'en fait pas un peu trop? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce qu'on n'est pas trop ambitieux? Bon, c'est plutôt qu'on n'est pas assez ambitieux en Europe. Parce que des projets comme le Grand Paris, il y en a une vingtaine dans le monde en cours. Vous savez ce que ça représente par rapport à tous les chantiers qu'il y a dans le monde en ce moment de métro automatique? 7%. Dans les 20 ans, le Grand Paris Express, qui est extraordinaire, qui nous fait peur, peut-être faudrait-il ralentir tellement on risque d'avoir le vertige, c'est 7% de ce qui se fait dans le monde. Donc je crois qu'on a un vrai sujet aujourd'hui par rapport à l'investissement en général et par rapport aux enjeux de la transition écologique, c'est de se réapproprier cette ambition, de se réapproprier les règles comptables pour rendre possible cette ambition, et puis de réfléchir effectivement sur les maîtrises d'ouvrage qui sont les plus appropriées pour le mener à bien. Alors, parlons un peu de maîtrise d'ouvrage et comment on peut déjà s'épargner un certain nombre de difficultés. Pour cela, il y a eu plusieurs solutions au fil des années passées qui ont montré leur efficacité. La première, c'est effectivement la concession autoroutière, enfin la concession en général, particulièrement développée pour les autoroutes, qui a comme mérite effectivement, en plus, d'aller faire payer l'usager, plutôt que le contribuable. Le deuxième, c'est le contrat de partenariat, pour lequel j'avoue que j'ai une petite préférence par rapport aux concessions, en tant qu'ancien maître d'ouvrage public, et qui a été introduit finalement assez récemment, puisque, enfin au moins dans l'époque moderne, en 2004. C'est en fait comme une concession, c'est-à-dire qu'il y a une société de projet, elle est créée pour faire un projet, elle va investir pour le projet, elle va entretenir et gérer le projet, sauf que elle n'a pas la possibilité d'accéder à l'usager pour lui faire payer l'usage, et donc c'est la personne publique qui va lui donner un loyer. Et puis le troisième montage, qui est assez récent, mais qui finalement ressemble à ce qu'on appelait les SEMCA, les sociétés d'économie mixte autoroutière, c'est la Société du Grand Paris, où là, on ne va pas faire appel à des capitaux privés, on crée un EPIC, donc finalement c'est sa signature publique qui lui permet d'aller trouver de l'argent, et puis on embauche des hommes et des femmes qui ont les compétences requises pour assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet. C'est le cas du Grand Paris. Longtemps, avant même de savoir qu'un jour je présiderai son directoire, j'ai longtemps considéré le schéma du Grand Paris comme probablement une bonne synthèse de tous ces montages, parce qu'il évitait ce syndrome très franco-français de « on se méfie du privé », et puis en même temps, il utilisait exactement les mêmes outils du privé. Et puis enfin, il y a un montage un peu hybride, que je trouve très intéressant, qui n'a pas encore vraiment pris son envol en France, qui pour le coup est très utilisé en Grande-Bretagne. Quand je m'étais intéressé à ça il y a une dizaine d'années, avait déjà fait pour une trentaine de milliards de livres d'investissement de cette manière. C'est un mixte entre les marchés de partenariat public-privé et ce qu'on appelle les accords cadres. En gros, à la différence du cas que j'évoquais, c'est-à-dire un PPP pour une autoroute, pour une ligne à grande vitesse, comme la SNCF l'a fait à Nîmes et Montpellier, ou comme le ministère de la Défense l'a fait pour son ministère à Bala, là, c'est pas sur un projet, c'est sur une politique d'investissement. Donc vous imaginez un maire, un président de département, de région ou d'une métropole, il vient d'être élu ou réélu, il a un programme d'investissement composé d'un ensemble d'actifs, une bibliothèque, un bout de tramway, réaménager le parvis de la gare, revoir son réseau d'assainissement, bref, un ensemble d'investissements qui, pris isolément à 5, 10, 20, 50 millions d'euros, ne serait certainement pas adapté pour la machine très lourde d'un contrat de partenariat, mais qui, mis bout à bout, sur un mandat, vont représenter peut-être 1 milliard d'investissements. Eh bien, la procédure, elle consiste à sélectionner très tôt lors du mandat un maître d'ouvrage délégué qui est composé d'une équipe technique, d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, d'un ensemble d'investisseurs, qui peut être public, qui peut être privé, et puis confier à cette maîtrise d'ouvrage privée le soin d'avancer avec les services de la collectivité publique sur la définition des programmes, et puis lorsqu'un programme est prêt, on lance appel d'offres, et sur chacun des projets, pris individuellement, lorsqu'ils sont prêts, ils font l'objet de ce qu'on appelle un marché subséquent. C'est la terminologie utilisée pour les contrats cadres habituellement, qui permettent de faire un PPP pour tel et tel objet. Beaucoup d'élus qui sont venus voir le Grand Paris ont retenu de l'expérience, du montage, le fait qu'il y avait une fiscalité dédiée. C'est vrai. Mais pour moi, l'essentiel, il n'est pas là. La vraie différence, c'est le fait de pouvoir emprunter.
on n'investit pas, qu'on soit dans le public ou dans le privé, dans un projet qui ne rapporte pas de la richesse. Parce qu'un projet qui ne rapporte pas de la richesse, il ne faut pas l'accélérer, il faut le retarder. Il faut tellement le retarder qu'il ne faut pas le faire. Un projet qui apporte de la richesse, alors, ce n'est pas de la richesse au sens simplement recettes prises sur les usagers de l'autoroute ou les usagers de l'eau, c'est recettes environnementales, c'est réduction de l'émission de carbone, c'est réduction de la mortalité, c'est tout un ensemble d'externalités qui pèsent. En France, la part du financement public, c'est 69%. Donc ça aussi, on voit bien qu'on est dans un schéma où, à un moment ou à un autre, la question des ressources va se poser. Alors des ressources, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y en a. Ça fait 70 ans que nous, usagers des autoroutes, finançons le remboursement de la dette contractée pour faire ces infrastructures. Les contrats vont arriver à terminaison entre 2032 et 2036, suivant les contrats. Donc il y a quand même quelque chose qui se joue là, qui va se jouer dans les mois et années à venir, c'est qu'il va quand même falloir se remettre en cause sur un certain nombre de postures politiques, de hiérarchies, de modes d'allocation de la ressource. On est, je le rappelle, le pays de l'OCDE, l'un des pays de l'OCDE, en tout cas le pays d'Europe où la fiscalité est la plus élevée. Donc l'idée d'augmenter la fiscalité et le prélèvement, c'est pas forcément une solution promise à un bel avenir. Les marges qu'on pourra en dégager seront forcément très, très limitées. Ça pose donc la question de la part que l'on demande à l'usager versus le contribuable. J'ai donné quelques éléments de comparaison, le métro de Londres versus les transports collectifs urbains en France, le réseau ferroviaire en France versus en moyenne en Europe. Donc il y a une vraie question. Les 3 000 milliards, ça parle plus. C'est tellement gros que ça serait 2 000, 3 000, 4 000, on ne sait plus. Finalement, c'est. Moi, juste mettre en avant un point quand on parle des fameux 3% maastrichtiens, qu'on ne doit pas avoir de déficit public qui dépasse 3%. On se dit, bon, 3%, c'est pas grave. 3% de quoi? 3% du PIB. Mais pourquoi on compare au PIB? Quand vous allez voir votre banquier pour acheter un appartement, il ne regarde pas votre déficit par rapport au déficit de la commune, ou au chiffre d'affaires de la commune. Il regarde votre déficit par rapport à vos revenus. Alors ça commence à changer comme pourcentage. Parce que là, cette année, ou 2022, on était à 124 milliards de déficit. Mais je ne compare pas ces 124 milliards au PIB, je les compare aux recettes fiscales de l'État. C'est 300 milliards. Ah oui, mais attendez, 124 sur 300 milliards, c'est 42%. Et quand on regarde dans les années où ça allait pas trop mal avant le Covid, le déficit public sur les recettes fiscales, c'était 27 à 30%. Alors, en guise de conclusion, quand même un peu d'optimisme. Je suis optimiste parce que, premièrement, on a des outils performants, comptablement, financièrement, techniquement. Moi, aujourd'hui, je reviens avec ma métaphore, si on avait trouvé un trésor, là, ce soir, au fond du jardin du préfet, on va pouvoir faire tous les projets qu'on veut. Mais on ne serait pas capable de les faire. L'un des gros enjeux, c'est effectivement d'avoir un débat sur ces arbitrages, mais donner de la visibilité. Sans cette visibilité, on aura du mal à construire ces projets et on aura du mal à être prêt. Je vous remercie.